discount future. OK, donc maintenant que tu reçois, c'est bien. Donc, j'avais posé la question de savoir à quoi est-ce que le titre vous renvoyait. Parce que quand vous écoutez un titre, généralement, ça vous formate une image rapide dans la tête. Mais là, je pense que le titre est très évocateur. Hein, ton collègue a déjà proposé une réponse qui était que... Bon, la définition même de ressources naturelles, ça veut dire toute matière organique ou minérale disponible dans la nature et utilisable dans une activité humaine. OK. Maintenant, on parle de préservation et de protection. Quelle différence tu fais entre ces deux thèmes-là? Préservation et protection des ressources naturelles. Tu vois la différence? Préservation, ça veut dire les démarches pour protéger. Préservation n'est pas protection. Bon, prévention, c'est une prévention. Une prévention? Oui. Ah bon? Protéger, c'est l'action de protéger. C'est quelque chose d'immédiat. Alors que préservation renvoie généralement à la sécurisation, en fait. Justement, des solutions à prendre pour garantir que les générations futures auront à disposition la même ressource. Voilà. Il y a une légère nuance. Une légère nuance. Bon, en termes de définition, on ne vous apprend rien. Hein, c'est que la pression que l'homme exerce sur les ressources naturelles, ou bien la course au développement, disons, amène souvent l'homme à prendre certaines décisions qui ne garantissent pas la disponibilité ou bien l'usage de ces ressources-là dans un futur, j'allais dire même très proche, compte tenu de l'usage qu'on en faisait. Hein, c'est la population qui se multiplie par X. C'est les pressions qui sont de plus en plus exacerbées sur les ressources naturelles. Quand je prends le cas, par exemple, des pays en développement, bon, les pays africains, j'allais dire, tu vois que ces ressources naturelles-là sont pratiquement les seules ressources dans la mesure où on n'a pas de produits finis. Et donc, tout le développement est basé là-dessus, si bien que, surtout quand il s'agit d'une ressource non renouvelable, ça fait peur. Voilà. Du coup, hein, protéger et préserver ces ressources, ça devient quelque chose de super important parce que si on ne prend garde, on risque de vraiment tout perdre. Ce qui est intéressant dans ce coup, c'est que, en fait, ce n'est pas de nouvelles notions. Hein. C'est des notions que vous savez plus ou moins. C'est une question de réorganisation, c'est tout. Il n'y a véritablement rien de nouveau. Donc là, on propose quelques définitions. Tu as donné tout à l'heure la définition de ce qu'il y a comme ressources naturelles, même tu as déjà donné les deux. Parce que la ressource peut ne pas être naturelle, elle peut être artificielle. C'est l'homme qui crée. Naturelle parce que ça vient de la nature. Hein, ça dit, c'est une grâce que la nature nous fait. Maintenant, l'importance, bon, ça va sans dire. Je prends seulement le seul cas d'actualité actuellement, l'Ukraine. La guerre en Ukraine. La Russie arrive à tenir simplement parce qu'elle a des ressources naturelles de grande importance actuellement. Le gaz et le pétrole. C'est eux qui approvisionnent pratiquement toute l'Europe. Donc, tu vois que l'existence même ou l'abondance de cette ressource naturelle peut être un facteur très déterminant quand on parlera d'un pays développé pour avoir de développement. Bon, quand c'est géré de façon rationnelle. Quand c'est géré de façon rationnelle, parce que je dis de façon rationnelle parce qu'on se rend compte que pour ces ressources naturelles, l'Afrique est vraiment dotée de beaucoup de ressources naturelles. Mais quand on va parler d'exploitation de ces ressources naturelles, on voit que c'est carrément les grandes puissances qui le font, au détriment bien souvent des pays qui abritent ces ressources-là. Du coup, on verra ça plus bas. Disposer d'une ressource naturelle ne veut pas forcément dire qu'on a le développement. Voilà. Donc, on arrive rapidement à ce qu'on appelle les ressources naturelles. Et puis, renouvelable et non renouvelable. Bon, on le sait. Hein. Quand est-ce que c'est renouvelable? Quand est-ce que c'est pas renouvelable? Qu'est-ce qu'on appelle ressources naturelles renouvelables? C'est dedans, hein? Mais il est question de voir est-ce que tu arrives à, sans te concentrer sur son. Qu'est-ce que tu appelles ressources naturelles renouvelables? Renouvelable, quelque chose qui ne finit pas. Renouvelable, quelque chose qui ne finit pas. Oui. C'est quelqu'un qui va prendre les billes comme ça. C'est-à-dire qu'il va renouvelable. Ils sont deux, il y a un livre. Normalement, ils sont cinq, mais bon, tu sais, les gens ne viennent pas au fond. Écoutez-vous, si je pas mis le plus, comme c'est café noir. C'est bon. Bon, tu as été bien enregistré. On est en direct.
D'accord. Ok, donc on revient sur les termes de renouvelable et non renouvelable. Quelles sont les ressources naturelles non renouvelables? Quelles sont les ressources naturelles renouvelables? Non renouvelable, c'est que la ressource existe, certes, mais ça ne se renouvelle pas, ça ne se multiplie pas. Chaque fois qu'on va utiliser, ça va contribuer à immuniser. Ça pourrait aussi dire que le temps de renouvellement ne colle pas, ou bien le temps de renouvellement, c'est du temps géologique, c'est de l'air géologique. Ça met un temps tellement long à se reconstituer, et quand on considère l'échelle de vie d'une génération, deux générations humaines, on ne peut pas renouveler. Sinon, on sait que comment le pétrole et le gaz naturel se forment, même le charbon se forment. Mais comme c'est en plusieurs milliers d'années, tu vois qu'à l'échelle d'une vie, on ne peut pas parler de renouvellement. Par contre, ce qui est renouvelable, c'est quoi, par exemple? Quelque chose qui est renouvelable. Oui, bon, on a vu les non renouvelables. Non renouvelables. La plupart des énergies fossiles. Voilà. Maintenant, les énergies renouvelables, c'est quoi? Énergie renouvelable. Oui. Il y a des énergies, pardon, les ressources renouvelables. C'est quelque chose qui se reproduit en continu. Ça dit ça se renouvelle. Au fur et à mesure qu'on prend, ça se renouvelle. Exemple. Exemple. Quelque chose qui se renouvelle. Oui. Les ressources naturelles renouvelables. Exemple. Il y a tellement d'exemples. L'exploitation. De quoi? Agricole. Voilà. L'exploitation agricole. Parce qu'on utilise les ressources de la terre. Quand on laisse un temps suffisant pour se reposer, la terre peut se renouveler. On parle même des ressources animales. Quand on laisse le temps au temps, ils ont le temps de se renouveler. On laisse le temps à la végétation. Seulement là, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Par contre, les ressources renouvelables pour être vraiment renouvelables, c'est quoi? Un, il y a le soleil. Deux, il y a un deuxième, c'est le soleil. Et puis, il y a... La saison pluvieuse. Pas quoi? Non. Non. Non, il y a le soleil et puis l'eau, c'est, je crois, l'attraction lunaire, ce qui fait qu'on a les marées basses. C'est ces vagues-là qui viennent. Voilà les deux. Parce que le soleil, bon, on parle de ressources vraiment renouvelables, mais on sait que quand on prend une autre échelle, on sait que le soleil, c'est un concentré de certains gaz et les scientifiques ont calculé que ça devait brûler un certain nombre d'années. Mais quand on considère notre échelle de vie, c'est l'énergie renouvelable. Voilà. Donc, c'est un peu ça. La grosse différence entre ce qui est renouvelable et ce qui n'est pas renouvelable. Mais là, c'est bien synthétisé dans ce tableau-là. Mais là, par exemple, là, on parle d'énergie non renouvelable. Hein, quand on parle de charbon, d'uranium, de pétrole, voilà. Et là, c'est juste des statistiques qui ont été faites pour ces ressources non renouvelables, pétrole et gaz naturel. Mais quand je regardais, je vois ici, pour la Russie, tu vois, c'est seulement 6%. Bon, je me demande, ça c'est fin 2011, non? Je pense qu'il y a eu d'autres découvertes parce que les importants gisements de pétrole dont on parle pour la Russie, je ne crois pas que ça se limite seulement à 6% de la production. Je ne pense vraiment pas. Parce que c'est eux qui approvisionne pratiquement toute l'Europe. Donc ça doit être un peu plus. Parce qu'au fur et à mesure, les gens découvrent. Donc je suppose que c'est ce tableau qui date de 2011, je pense. Ça n'a pas vraiment traduit le tout. Voilà. Voilà, ça dit, mais le Venezuela est vraiment riche. On a quand même quelques pays africains. Ok. Donc, bon, c'est les mêmes trucs qui reviennent seulement en image, quoi. Répartition de la production d'énergie dans le monde. Là, World Primary, bon, c'est ça, énergie, répartition de la production de l'énergie. Là où il y a beaucoup plus de production d'énergie, vous voyez que la Russie est vraiment dedans. L'Amérique du Nord, bon, en Afrique, bon, on est ce qu'on est. Maintenant, l'autre figure qui suit, c'est répartition de la consommation mondiale. Ouais, la Russie produit, mais elle consomme aussi. Non, la consommation est faible parce qu'elle est très forte productive, ce qu'on a vu en haut, mais la consommation est quand même faible. Parce que troisième rang, les couleurs qui sont là.
La Russie se retrouve dans cette coloration-là. Là où c'est le plus consommé, c'est aux États-Unis. Ça, c'est quoi? Australie, non? Ici. Et puis, ici, là, quels sont les pays qu'on a ici dans cette corne? Et puis, en Afrique du Sud, il y en a quand même un peu. Voilà, donc c'est les mêmes trucs qui sont repris ici. Hein. On dit quoi? Une source d'énergie est dite renouvelable si sa quantité est infinie, ainsi de suite. Voilà. Il existe un grand type de catégories: énergie solaire, énergie éolienne, énergie hydraulique, la biomasse, la géothermie. Les caractéristiques communes est de produire, c'est que leur utilisation ne produit pas de polluants. Ça aussi, c'est, quand on parle de renouvelable, c'est un peu l'avantage parce que c'est vrai qu'on parle d'énergie, mais on parle de plus en plus d'énergie propre. C'est-à-dire qu'on peut produire de l'énergie, bon, l'énergie fossile, c'est de l'énergie sale parce que ça se fait en polluant l'atmosphère. Par contre, quand on parle de ressources renouvelables, quand on va parler du soleil, du vent, de l'hydroélectrique, normalement, il n'y a pas de pollution. Voilà. Donc, on revient sur les caractères. Et le premier caractère, c'est le caractère épuisable ou non. On reprend les mêmes définitions. Hein. C'est un peu de répétition, comme c'est le cours introductif. On revient sur ce qui est renouvelable et sur ce qui n'est pas renouvelable. Hein, le seul fait que ce qui est renouvelable passe le temps à se renouveler continuellement. Mais il se trouve aussi que ce qui est renouvelable, en fonction de l'utilisation qu'on en fait, peut ne plus être renouvelable. La forêt, par exemple, peut se renouveler quand c'est géré de façon rationnelle. Mais si c'est de façon irrationnelle, la forêt peut partir. Voilà. Maintenant, les non renouvelables, on sait que c'est l'énergie fossile, mais comme je l'ai dit, on parle de non renouvelables, mais il faut bien voir que c'est vraiment en rapport avec le temps considéré. Sinon, le pétrole se renouvelle. C'est un processus de création continue. Mais le temps de mise en place est... maintenant, autre chose, c'est la répartition inégale. Parce qu'on dit que la plupart de ces ressources naturelles-là sont détenues par très peu de pays. Très peu de pays. Mais ce qui devrait pouvoir être résolu par les échanges qu'on a. Normalement, là où une ressource A est très disponible, dans un pays A, le pays B est notre ressource. Donc, ce qui est le fondement des échanges que ces pays devraient avoir pour pouvoir équilibrer ces charges-là. Malheureusement, les pays qui disposent de cette ressource sont d'office bien partis pour être des pays développés parce que j'allais dire une source, j'allais dire c'est une grâce, puisque c'est la nature qui donne. Mais ce n'est pas toujours que la disponibilité de ces ressources-là est vraiment source de développement. La remarque que je fais, c'est que quand tu as ces ressources-là, il faudra avoir aussi les moyens de les exploiter et de les protéger même. Sinon, ça devient un problème. Bon, l'eau, c'est sûr que ça devient, dans les années à venir, ça risque d'être une cause de guerre. Quand on parle d'agriculture et puis crise du foncier, bon, là, on connaît ça chez nous en Afrique. La saturation fait que c'est très compliqué. Très compliqué chez nous ici. Tu vois, la crise ne finit pas à l'ouest de la Côte d'Ivoire où on a comme l'impression que la crise s'est éternisée. C'est parce qu'il y avait des problèmes souterrains où généralement ceux qui exploitent la terre là-bas ne sont pas les autochtones des lieux. Voilà, donc ça posait deux problèmes, c'est-à-dire ces terres ont été vendues et puis c'est plusieurs générations plus tard, ceux qui ont vendu les terres, leurs héritiers viennent réclamer ces terres qui ont été vendues à nous. Bon, là, ça devient compliqué. Les ressources minières, on ne va pas chercher loin dans nos pays, on sait comment ça se passe. Les ressources existent, mais quand c'est exploité de façon industrielle, généralement, ce n'est pas nos compagnies. Si bien qu'une bonne partie de ces ressources-là s'en va. Quand ça doit être exploité en interne, c'est généralement une exploitation artisanale. Ce qui fait que c'est la cause de beaucoup de conflits. Ça installe l'insécurité, la drogue est là, la criminalité, tout s'installe autour. Et c'est des circuits parallèles qui ne profitent pas toujours à l'État, mais à des trafiquants individuels. C'est pour dire que les gens parlent de richesse maudite, bien de l'or serait une malédiction parce que quand ça vient, c'est un peu compliqué. J'ai déjà suivi certains documentaires où au Nigeria, l'exploitation de pétrole comme ça, ça a pollué de très grande surface. Il ne peut plus avoir d'agriculture. Bon. Les animaux aquatiques.
Et là, ils ont cherché à matérialiser là, ces ressources naturelles-là. Et puis là où ils risquent d'avoir des pénuries de 1915 jusqu'à 2025. Mais ça, c'est que ça, il y a bien longtemps, c'est une projection. Il y a bien longtemps que ça a été fait, attendez, la date qui va avec. Mais alors que 2025, on est déjà là-bas, hein, tu vois que ce n'est plus du futur pour nous. Non, la source n'a pas été précisée, merde. Sinon là, aujourd'hui 2025, on est pratiquement déjà là-bas. Mais quand tu regardes grossièrement, où est-ce que ces pénuries vont s'aggraver? Quand tu parles de la carte 1 à la carte 2, normalement, les parties en orange doivent avoir gagné en superficie. Les parties en orange. Donc, tu vois, ici, quand tu compares avec ça a gagné en superficie. Bon, en Afrique, c'est resté plus ou moins stable, même s'il y a des zones de pénurie qui se déclenchent, tu peux voir ici. En Afrique, le climat peut devenir un peu plus large, ou encore là. Là, c'est un peu plus élevé. Là, même là, c'était comment là, les autres, non, c'est la même chose. Voilà, c'est pénurie avant plus ou moins se présenter. C'est un peu compliqué. Voilà pourquoi c'était un grand penseur. Là, par exemple, la crise de la COVID qu'on a eue, bon, il y a tellement de polémiques autour de l'histoire que certains même penseraient que c'est une classe d'élite qui cherche maintenant à gérer la population parce qu'à cette allure, on n'arriverait pas à se maîtriser. L'autre caractéristique qu'on a plus ou moins donné, l'exemple, quand on a parlé d'externalité, c'est le fait que l'exploitation d'une ressource A apporte quelque chose de positif ou bien de négatif à une autre activité ou bien à une autre ressource. Je m'explique. Quand on exploite très mal le pétrole et que toutes les nappes phréatiques sont polluées, les terres sont polluées, on ne peut plus faire d'agriculture. Par contre, si c'est bien exploité, par exemple, une compagnie minière, il vient s'installer dans une zone, tu vois que si c'est bien installé, puisque les cadres, une bonne partie des cadres viendra de cette zone, ça va se créer un développement automatique là où c'est installé, quand c'est bien exploité. Donc, c'est les externalités. Ça peut être quelque chose d'antagoniste, c'est-à-dire négatif, ça peut être quelque chose de positif. Bon, leur prépondérance, c'est le fait que l'économie de certaines parties du monde qui regorge beaucoup de ressources naturelles, finalement, l'économie se repose de façon essentielle, ou bien de façon principale, sur l'exploitation de ces ressources naturelles. Ça, je pense qu'on n'a pas besoin de beaucoup plus d'explications sur ce que c'est. Une autre caractéristique majeure des ressources naturelles est qu'elles occupent une place prépondérante dans l'économie de nombreux pays. C'est normal. C'est une grâce que Dieu te fait. La crise en Russie ou bien en Ukraine, ça donne ça. Tu vois qu'il y a des sanctions qui sont imposées à la Russie, mais quand on regarde de plus près, parce que la Russie est dotée de ressources naturelles énormes, finalement, ce même qui est imposé, les trucs, les retombées négatives, c'est vraiment sûr, quoi. Et bien au contraire, ça a boosté les prix même du pétrole. Bon, la volatilité, là, dans le cours, c'est des exemples qu'on a avec les prix d'un bon nombre de choses. L'exemple le plus patent, on peut prendre par exemple, en termes d'agriculture, les ressources naturelles qu'on a ici, disons l'exploitation agricole. Tu vois que le prix du carbone n'est même pas fixé par nous-mêmes. C'est des trucs qui sont extrêmement volatiles qu'on ne maîtrise pas du tout. Bon, la Côte d'Ivoire et le Ghana se sont mis ensemble, puisque c'est le premier et deuxième producteur, pour tenter de fixer ces trucs-là, mais ça n'a jamais marché parce que les prix ont tous été fixés à l'autre. Ça fait que c'est un peu compliqué. Par contre, pour la production du pétrole, là, je pense que c'est des organisations puissantes. Hein? L'OPEP, c'est des organisations puissantes qui peuvent vraiment jouer sur les prix. Il suffit simplement de décider de réduire les productions de barils jour pour que ça joue sur les prix. Mais au niveau de certaines ressources naturelles, disons les ressources agricoles que nous on exploite ici, c'est pas toujours de mise. On n'arrive pas vraiment à contrôler les prix. Activité d'exploitation, bon, agriculture, pêche, sylviculture, production de fibres à gauche, à droite. Bon, là, l'exploitation, on ne fait que exploiter ces ressources naturelles. Et le plus gros dommage de l'Afrique, c'est le fait qu'on n'arrive pas à transformer ces produits agricoles. Ça, c'est... Tant qu'on vendra la matière première, la matière brute, on n'ira nulle part. Il nous faut pouvoir les transformer. Mais comment pouvoir opérer cette transformation? Je pense que c'est une décision courageuse des États de s'affranchir d'un certain nombre de choses. Dans ce genre de coup, on est obligé de faire plus ou moins de la politique. Je veux dire,
autant un employé ne deviendra jamais riche. Autant tant que vous ne possédez pas votre monnaie à vous, vous ne serez jamais riche. On a encore une colonie française en termes monétaires. Bon, parler de richesse, ce serait utopique. Ok, raréfaction et gaspillage. Bon, les deux vont ensemble. C'est passé à gaspillage qui est raréfaction. Quand on prend les ressources naturelles telles que les ressources forestières chez nous, c'est l'exemple le plus partant, quoi. Justement, passer à gaspillage, il y a exploitation anarchique, la ressource se raréfie. Même les ressources de pétrole, il y en a qui estiment que d'ici quelques années, il y aura une vraie pénurie parce que ça se renouvelle, mais lentement. Voilà qu'on parle de ressources non renouvelables. Là, on parle de réserve. Ce qu'il y a d'intéressant, oui. Bonsoir, docteur. Bonsoir, on dit quoi, ça va? Oui, bonsoir. Je m'avais pris un peu de truc. Je suis un peu occupé. D'accord. Mais est-ce qu'actuellement on parle de gaspillage? J'ai parlé des ressources naturelles de façon globale, mais on peut aller au cas par cas. Sinon, gaspillage, anarchie qui entraîne la raréfaction, j'ai donné le cas des ressources forestières dans les pays en développement, notamment au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y a eu de l'exploitation anarchique, on ne parle pas de gaspillage. Et de l'exploitation anarchique qui a conduit à une raréfaction de la ressource. Au point où c'est dans les forêts classées, les parcs nationaux, qu'on a encore ces quelques ressources-là. Mais même là-bas encore, actuellement, c'est agressé. C'est de ça que je parle. D'accord. Oui. Mais c'est vrai que si on prend un autre exemple, ça pourrait être, bon, par exemple, je prends le cas du pétrole. Ou bien même des mines. Ou bien même des mines. Exploitation anarchique chez nous ici, ça existe, donc on va dire anarchique. Maintenant, en termes de gaspillage, je pense que peut-être on revient peut-être à, un aspect beaucoup plus économique. Mais, Posao, oui. Est-ce que le gaspillage n'est pas aussi, ne relève pas de l'activité exploitée? Le gaspillage peut être sur d'autres produits. Par exemple, on parle dans le cas des mines là. Oui. J'avais effectué une mission tout dernièrement dans le nord-ouest du pays. Et là-bas, on nous disait que, qu'on appelle, les cours d'eau là sont asséchés. C'est-à-dire que plus de poissons dedans. Oui. Du fait de l'activité de l'orpaillage. D'accord. Donc, moi, je pense qu'il y a une activité qui peut entraîner le gaspillage d'une autre, qu'on appelle, d'une autre activité ou bien d'une autre ressource. L'exploitation d'une ressource peut entraîner le gaspillage. Mais en termes de gaspillage qu'on appelle au niveau de la ressource minière, je pense que là-bas, on parle plutôt de profit. Puisque quand ils ont l'or, ça leur apporte plein de choses. On va pas le côté gaspillage. Mais l'exploitation de l'or agit sur le gaspillage d'une autre ressource, quoi, plusieurs autres ressources. Ici, c'est ce qu'on appelait l'externalité. Quand une activité a impacte négativement ou bien positivement une autre activité. Mais le gaspillage dont on parle ici, je te donne un exemple. Quand on coupe un arbre et qui est vraiment bien exploité, il se peut qu'un tronc, par exemple, d'1 mètre de haut avec 50 ou 40 cm de diamètre puisse produire, par exemple, 10 chaises. Mais le gaspillage fera que quoi? Comme c'est mal exploité, au lieu de produire 10 chaises avec, on ne va produire que 6 chaises. Tu vois qu'il y a le gaspillage de la ressource. Voilà. Donc, le terme gaspillage peut beaucoup plus intervenir dans ce cas de figure. Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment au cas par cas. Quand on parle, par exemple, des ressources minières, si on suppose que toutes les ressources appartiennent d'abord à l'État et que l'État concède ça à des opérateurs bien constitués où l'État peut avoir un retour sur ce qui est exploité. C'est bon? Et que ces sociétés sont vraiment rares. Parce que la ressource est exploitée de façon anarchique. Donc, c'est un peu comme si on gaspillait la ressource. C'est vrai que ça va profiter à des individus, mais ça ne profite pas à l'État. Du coup, le développement qui devrait s'appuyer sur ça n'est plus possible parce qu'il y a un gaspillage de la ressource compte tenu de son exploitation anarchique. Tu vois, non? Oui. Voilà, au Mali, c'est pareil, non? Les Blancs surexploitent leurs mines pour les déposer chez eux.
Voilà, donc c'est en cela vient le terme gaspillage. Mais c'est pareil, c'est pas seulement le Mali, hein, parce que tout ce qu'on a comme ressources ici, là, justement, est-ce qu'on a des structures pour exploiter? En fait, c'est ça la grosse question. Est-ce qu'on a des structures pour exploiter? Mais qu'on fasse comme le Japon. On dit en 1960, le Japon n'était pas loin de... Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté ces usines-là qui étaient initialement pilotées par des expatriés. Maintenant, tous ceux qui ont fait partie, au fur et à mesure qu'ils rentraient, ils nationalisaient leur cadre. Ils ont épuisé la technologie. Quand les hommes formés sont revenus au pays, ils avaient un réceptacle. Ils avaient des points de chute. Parce que ceux qui étaient formés, quand ils rentrent au pays, c'est pour faire le même travail. Mais dans la plupart de nos pays, on a vu des gens, par exemple, étudier l'énergie atomique. Quand tu rentres, il y a quelle structure qui parle d'énergie atomique? Voilà. C'est un peu compliqué, mais en fait, c'est ça. Le tout n'est pas d'avoir des ressources naturelles. Parce que la logique est que quand c'est naturel, matière première brute que tu vends, tu ne peux pas seulement tirer des ressources de ça. C'est quand c'est semi-fini ou bien fini, voilà ce qui devient. On prend le cas du cacao, par exemple, qui est à côté de nous. Regarde 1 kg de cacao. Combien de tablettes de chocolat qu'on peut faire? Le kilogramme de cacao, ils vont te dire tout au plus, c'est 800, les années sont parties. Quand c'est vraiment une grâce pour les années, ça va jusqu'à 1000 francs. Mais pour le kilogramme de cacao, ils peuvent faire peut-être une dizaine de tablettes avec. Parce que les tablettes, ce n'est pas du cacao pur. Ils ajoutent de la glace végétale et puis plein d'autres choses. Du coup, quelque chose qui a été payé à 800 francs le kilo, le seul kilo, la première, de faire peut-être une dizaine de plaquettes, et puis chaque plaquette coûte 5 000. Où est-ce qu'on va? Le coût des Maintenant, M. Kofi, toi-même qui es dans le bois là, regarde par exemple quand les exploitants forestiers qui vont pour exploiter cette ressource naturelle qu'est le bois, quand ils vont trouver par exemple un iroko dans le champ d'un paysan, ils négocient avec lui quand ils ont trop payé, c'est combien? C'est pas 15 000, 20 000. Mais ce même bois là, il est revendu au poids ici peut-être à 5-10 millions. Alors qu'il a été payé au paysan à 15 000. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est... Je pense que c'est notre dirigeant qui doit prendre la pleine mesure de ce qui est en train de se passer. Caractériser les pays africains riches et les ressources naturelles. En fait, c'est juste un classement qu'ils ont fait de ces pays. Oui. Mais pour ça, en fait, ça fait rire, mais on a l'impression que nos ressources, c'est tellement beaucoup qu'on doit gaspiller, quoi. On ne doit pas prendre des mesures en avance, quoi. Quand on regarde un peu la gestion aujourd'hui, ces genre de choses-là, moi, ça fait rire, quoi. Vous savez qu'actuellement, là, ils ont fini de vendre les forêts du Sud. C'est les forêts, les zones du Nord, là, ils sont en train de vendre maintenant, non, un état à 100 000. Wow. C'est compliqué. On leur explique qu'on ne vend pas, qu'on fait les bails. Même si vous avez fait bail de 1000 ans, un jour, ça va vous revenir. Oh. Mais ils continuent de vendre. Aujourd'hui, là, tout le Nord est devenu une zone d'orpaillage. Ça... Et si vous voyez qu'aujourd'hui, les villes du Nord sont en train d'évoluer un peu, c'est dû à l'orpaillage, c'est pas l'agriculture même. Mais l'agriculture n'est rien gagné dedans. Aujourd'hui, même pour avoir la main d'œuvre, même pour des travaux, c'est difficile. Tout le monde est dans l'orpaillage. Voilà, Toute la zone du Nord, c'est orpaillage. Voilà. C'est compliqué. Alors que là, oui, en plus de ça, ça entraîne tout son lot de prostitution, de tout ce que vous savez là. Donc, non seulement. Drogue et tout le reste. Oui, ça entraîne tout. Oui. C'est vraiment compliqué en fait. Non, il y a déjà assis là, mais dit, bon, c'est nous, on ne sait pas. Ce qu'on voit là, c'est eux qui ne voient pas bien. Puisque eux ont fait de grosses études que nous. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, les gens sont assis à des endroits où on prend des décisions et c'est nous ici, on va leur souffler que non, voilà tel problème. Voilà un autre problème encore, le problème de qu'on appelle de l'élevage et du transhumance des bœufs. Oui. Voilà, ce problème-là, c'est en train de tuer tout encore, c'est en train de tuer toutes les ressources. Et on est là, comme ça rapporte de l'argent là à ces structures-là, personne n'en parle. Et actuellement, qui sont ceux qui l'apportent? C'est les paysans qui payent les pots cassés. Et puis les éleveurs, ils peuvent quasiment profiter de leurs élevages qui piétinent souvent les exploitations agricoles. Comment ça se passe là-bas?
bon, là, peut-être qu'on peut dire on peut contrôler, mais imaginez-vous que les bœufs là, c'est des grands rongeurs, c'est les grands bouffeurs qu'on appelle de végétation. Situation, Quand ils arrivent, ils vont tout détruire. Ils détruisent tout. Les animaux vont fuir, et la végétation va disparaître et ils vont faire un tassement de qu'on appelle la terre et des cours d'eau. Donc, ça va entraîner ce qu'on appelle la disparition de certains cours d'eau. C'est-à-dire que quand ils arrivent, ils vont disperser le sens d'écoulement. Ils vont faire un entassement des cours d'eau. Ça joue sur le cours d'eau, ça joue sur la végétation et ça joue sur plein de choses, sur la faune, la flore et autres. Donc, voilà. ils me disent ça ici, mais les gens qui... Il y a tellement de choses et personne n'en parle. Que demain, qu'on n'aura plus de végétation, c'est on s'assoit pour dire non, il y a état d'urgence. Non, la réalité des faits, c'est quoi? On est dans des systèmes top-down. Je m'explique. Puisque l'Afrique a plus ou moins été des royautés qui se sont succédées jusque-là. On est d'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle gouverner à l'exemple. Tu vois, une stratégie, une politique qui vient et qui marche véritablement, c'est parce que les dirigeants auront donné l'exemple. Ce qui est bien dommage, c'est que très souvent, quand tu constates quelque chose qui n'est pas normal, si tu mets des enquêtes, il va se trouver que c'est ceux-là même qui devraient interdire l'activité, c'est eux-là même qui sont en train de l'encourager. C'est exactement ce qui se passe dans nos aires protégées. Oui, mais vous regardez même bon, dans le parc national de la Maraoué, c'est ça, non? Oui. À Bois-Flé, là. Oui. La plupart de ceux qui ont les grands champs là-bas, c'est les ministres, c'est les anciens cadres de qu'on appelle ceux qui prennent des décisions. Et tout le monde le sait. Et ça, c'est le mal de l'Afrique. Ils ont les vrais champs de VA, les gars sont et il y a un ami qui il faisait son master, il allait faire une enquête là-bas, mais il y a les villageois qui sont armés. Oui, et quand tu arrives, oui, c'est plein de choses là-bas. On dirait que c'est une société organisée dans le désordre. Oui, c'est exactement ça. Ça fait pitié, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est un peu dans ça qu'on donne. Et comme je l'ai dit... Quand on regarde... Oui. Et quand on regarde aujourd'hui, on n'est même pas classé parmi les pays forestiers du monde. Et c'est nous, on gaspille nos forêts. Non, comme je l'ai dit, j'allais dire des intellectuels, mais au-delà même des intellectuels, c'est toutes les classes sociales qui doivent porter ça. Mais ces classes sociales doivent être éduquées, doivent être informées. Et puis, la classe politique, la classe dirigeante doit pouvoir donner l'exemple. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Mais tant qu'on se retrouve dans une situation où ce n'est pas le cas, c'est-à-dire la classe dirigeante qui doit donner l'exemple, c'est celle-là même qui donne le mauvais exemple. Bon, du coup, ça ne vaut pas que les ressources naturelles, ça vaut un peu partout. Pour toutes les politiques qui sont ici, ce n'est pas la thèse de là qui nous manque, mais comment les appliquer? Comment pouvoir arriver à faire appliquer tout ce qu'on a comme loi? Quand ceux-là même qui devraient normalement protéger l'application de ces lois sont les premiers à vouloir les contourner. Comment on fait? Ça, c'est la plaie de l'Afrique. Oui, donc, moi, sur le terrain, par exemple, ce qu'on voit, généralement sur le terrain, ce qu'on voit, par exemple, quand on mène une activité de déguerpissement, on informe les gens. Ah, ici, c'est une zone protégée. C'est vrai que vous ne savez pas, mais allez-y. Vous allez voir que les autochtones et les allochtones vont partir. C'est-à-dire que les Sénifo, Baoulés et autres vont partir. Mais ceux qui résistent beaucoup, ce sont les étrangers, les Maliens, les Burkinabés. Tout le monde le sait. Ce n'est pas quelque chose qu'ils sont en train de dire pour dénigrer quelque chose, mais oui, non. Tout le monde... Et c'est eux, on va faire chasse à l'homme avec eux. Non, mais bon, c'est-à-dire que la loi même ne protège pas, qu'on appelle les ressources. Si un étranger doit venir et puis il doit venir jouer au brigantisme dans nos zones de protection, c'est pas possible. On connaît comment est-ce que la loi évolue au Burkina et puis au Mali. Au Mali, on ne regarde pas en direction d'une forêt classée ou bien d'une aire protégée. Tu regardes dans la direction de tu cherches quoi. Un exemple même tout bas même, il paraît qu'il y a un monsieur, il traversait la forêt et il y a eu une panne et il est descendu couper une feuille. Il a eu une amende de 70 000 francs parce qu'il a coupé une seule feuille. Mais en Côte d'Ivoire ici, les gens sont dans nos forêts classées, les gens sont dans nos aires protégées et c'est eux qui font la loi. C'est justement parce qu'ailleurs, la loi est appliquée.
Même quand on sort de ça, comme je l'ai dit, c'est quelque chose de vraiment global. Ce qui se passe en réalité, c'est quoi? Prends même en zone urbaine ici. On dit qu'il y a des zones où on ne doit pas s'installer, où on ne doit pas construire. Il y a un individu qui se lève et qui construit une case. L'État voit la case et ne dit rien. Ils attendent. C'est quand ils sont à 1000, 2000 qu'on veut parler de déguerpissement. Sinon, si la population étrangère, par exemple, vient et s'installe dans ces forêts-là, je te ferai remarquer que très souvent, c'est des populations analphabètes. Donc, les histoires de thèses, tout ça, là, eux, ils ne sont vraiment pas dans la logique. Eux, ils voient une forêt qui doit nettoyer. Ça, c'est de un. De deux, moi, je dis c'est le laxisme de nos dirigeants. S'ils arrivent, on leur dit, ici, là, on ne rentre pas. Le même, il rentre, tu ne vois personne. Dès qu'il rentre, on s'en va les dénoncer. Est-ce qu'il peut rester? Non. C'est comme je l'ai dit, on a une tonne de thèses de loi bien votées, bien rédigées, mais qu'on ne peut pas appliquer. Moi, la grande question que je me pose, c'est quoi? Ça sert à quoi d'avoir des lois qu'on ne peut pas appliquer? Je préfère avoir 3 ou 4 lois qu'on peut appliquer par rapport à 200 lois qu'on ne peut pas appliquer. Sérieusement. Et c'est la plaie de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire particulièrement. On ne tourne qu'avec ce qui est faux. On dit une chose alors que c'est son contraire qu'on vit. En réalité, c'est notre plaie qui est là. C'est notre plaie. On a toutes les lois possibles que ça marche, mais on n'arrive pas à les appliquer. On n'arrive pas, simplement parce que ceux-mêmes qui doivent veiller à son application sont ceux-là même qui sont les premiers à les contourner. On a un laxisme pas possible. Ça vaut pour les ressources naturelles, ça vaut pour d'autres ressources. L'urbanisation, même au niveau juridique, ça dit c'est vraiment c'est la plaie de l'Afrique. Je veux dire, on ne peut pas parler de développement sans transparence. Sérieusement, on ne peut pas se distraire. C'est vrai qu'en cela, on n'est pas aidé par nos anciens colonisateurs. Parce qu'une chose qui est sûre, une meilleure organisation de ces pays en développement, une meilleure canalisation des stratégies de développement, ça pourrait être un problème vraiment crucial pour nos anciens colonisateurs, ceux qui n'ont pas encore levé la main. Pour preuve, parlons de l'éco. L'éco qui était fait pour rendre ces pays autonomes. L'éco est planté pourquoi? Parce que finalement, tous les pays qui devraient s'engager dans cette histoire de monnaie unique éco se rendent compte que ce n'est rien d'autre que le CFA qui a changé de nom. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est un peu compliqué, mais bon, ça vaut pour le coup qu'on est en train de voir, mais ça vaut pour tous les autres coups. En réalité, il faut une masse critique de personnes qui désirent vraiment sortir leur pays ou le continent de l'ornière, de l'obscurité. Mais je t'avoue que ce n'est pas quelque chose d'évident. Ça foisonne sur les réseaux sociaux, ou même la France, certains dirigeants de la France reconnaissent qu'ils ont eu tort d'avoir éliminé Kadhafi parce que l'avoir éliminé, voilà ce que ça a conduit. Bon, sérieusement, est-ce qu'ils ont véritablement pensé à ça avant de l'éliminer? Je ne pense pas, parce que je pense qu'ils ont eux-mêmes reconnu que c'était une erreur. C'est pareil, parlons de quelque chose de plus actuel. Regarde les sanctions actuellement imposées à la Russie. Qui paie les pots cassés? Voilà. Voilà, ce sont les... C'est nous, hein. C'est pas eux, c'est nous. En fait, les pots cassés, c'est nous qui prenons. Hein. Parce que quand vous regardez les fluctuations, eux, déjà, on dirait que ça les touche, mais ils ont déjà l'argent. Et nous qui n'avons pas d'argent aujourd'hui, qu'on appelle la fluctuation nous touche. On fait comment? Oui, je suis d'accord. On n'est plus vulnérable parce qu'on n'a pas les moyens. Mais dans ce cas de figure... Voilà, c'est nous qui... La crise se passe sur le sol européen. Ça, c'est déjà la première des choses. La deuxième des choses, on parle de crise énergétique. C'est vrai, on a besoin d'énergie. Mais eux, ils ont plus besoin d'énergie que nous. Parce que quand on comptabilise en termes d'énergie consommée, mais bon, l'Afrique consomme quelle énergie par rapport aux États européens? Je veux dire, c'est vrai qu'on paye plus ou moins une contrepartie de la chose. Mais la réalité des faits, c'est que, est-ce que tu penses que le modèle sur lequel ils se sont appuyés pour déclencher de telles restrictions à la Russie, est-ce que tu penses que c'était vraiment mûri? Si tu es le cas, moi, je pense qu'il y a des paramètres qu'ils ont loupés. Ils ne savaient pas qu'ils allaient prendre plein pot ce qui est en train de se passer. Et là, ils sont dans oui, je suis d'accord. Apparemment, je suis d'accord avec vous, docteur, parce que je ne sais pas si hier matin ou hier, j'ai lu le débat de qu'on appelle de leur erreur en éliminant Kadhafi. Mais je veux dire, oui, on est d'accord. Mais aujourd'hui, vu l'évolution des choses, non seulement, moi, ce que je vois, selon ma propre vision des choses, c'est des choses qui vont nous amener à changer. Parce que je pense qu'avec le problème de la Guinée, du Mali et du Burkina, je prie que ça touche le Ghana,
et que nous puissions aussi prendre conscience de l'ampleur de la chose, parce que ça vient dans un sens positif. C'est vrai qu'on en souffre, mais je pense que cet état de fait-là pourra vraiment nous aider dans ce qu'on appelle nos relations futures. Oui, en fait, chaque pays doit, de façon souveraine, pouvoir prendre un certain nombre de décisions. Je pense que c'est ce qui pourra nous permettre de, non seulement d'assainir la vie publique, de protéger nos ressources naturelles, parce que jusque-là, j'avoue qu'en termes de ressources naturelles, ça a été très souvent de beaux discours qui ont été servis, mais à la base, on se rend compte que appliquer certaines lois même qui sont votées demeure très difficile. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que si on pose la question de, malgré tout ce qui a été fait depuis lors, tous les projets, tous les milliards qui ont été déversés, la remarque est que la gestion de ces ressources naturelles-là, ça pose toujours problème. C'est vrai, en termes d'énergie fossile, je vais parler de pétrole et autres, c'est maintenant qu'en Afrique de l'Ouest, on commence à faire un certain nombre de découvertes. Hormis le Nigeria et puis, je crois, le Gabon, qui en avait. Bon, c'était pas trop ça. Nous, on vivait essentiellement de l'exploitation des ressources naturelles, l'exploitation forestière, agriculture et tout le reste. Hein, tu vois qu'on s'est rendu compte que les ressources naturelles, je veux dire, végétation et tout le reste, toute la ressource forestière s'en va. On a développé Exposé. On a toute une armée de lois, mais rien n'est applicable. On se rend compte que nos dirigeants tiennent un discours A, alors que dans les faits, c'est plutôt des activités B qui se passent alors que c'est un discours A. En fait, c'est vrai qu'on est dans un cours au pas de protection, préservation des ressources naturelles, mais moi je me dis, la question, elle est centrale, elle est fondamentale. Comment pouvoir réglementer nos vies dans tous les secteurs d'activité avec des textes de loi qui sont respectés de tous? En fait, c'est la grosse question. Les textes existent. Pourquoi est-ce que la question fondamentale, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à respecter les textes qui sont là? Moi, je dis encore que ça ne sert à rien de maintenir un texte de loi qu'on ne peut pas respecter. Ça ne sert à rien. Et là, c'est le vrai problème. Quel que soit le dirigeant qui sera à la tête, tant qu'on sera dans la même logique, c'est-à-dire être en face de textes de loi qu'on applaudit et pourtant on sait qu'on ne peut pas appliquer, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Bien, ok. Donc, si on revient un peu dans le cours pour montrer l'importance là de ces ressources naturelles là, bon, nous on ne vu que de ça. Hein, il y a un premier tableau qui parle des pays riches en ressources naturelles. Bon, quand je regarde bien, la Côte d'Ivoire fait partie de ces pays riches là. Hein, les pays exportateurs de pétrole, on a l'Algérie, patati patata, la Côte d'Ivoire même est dedans. Les pays exportateurs d'autres minéraux. Tu vois, on y est, mais là, on parle de pays exportateurs et ça me renvoie automatiquement au cas du Mali où on dit que les 10 dernières années, près de 1000 tonnes d'or sont sorties du Mali. Mais le Mali n'est même pas classé même sur la liste même des pays exportateurs parce que c'est essentiellement des compagnies étrangères. Il n'y a pas si longtemps que ça, je pense qu'il y a eu la découverte d'un autre gisement, bien d'autres réserves de pétrole que la Côte d'Ivoire devait exploiter. On a applaudi des deux mains, mais quand on dit les conditionnalités qui sont derrière, je pense que la compagnie qui doit exploiter la ressource en question doit l'exploiter pendant 10 ans pour rembourser d'abord ses investissements avant de voir dans une deuxième phase comment est-ce que... Bon, tu vois que là, c'est un peu compliqué quand même. Hein? Je parle maintenant dans la deuxième colonne, là, les pays pauvres en ressources naturelles. Bon, évidemment, il y a un bon nombre de pays sur la liste de ces pays. Les pays quoi? Les pays enclavés. Donc, on les a classés par rapport au fait qu'ils disposent de ressources naturelles. Ils ne disposent pas de ressources naturelles. C'est des pays côtiers, ce n'est pas des pays côtiers. Parce qu'être un pays côtier, c'est un gros avantage déjà. Voilà, par rapport aux pays enclavés. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour ressortir un peu ces trucs-là. Pour dire que même quand tu as ces ressources, dans nos conditions actuelles, moi, je dis que tu n'es pas à l'abri. Donnez l'exemple du Congo. On dit que c'est un accident géologique. Ils sont superbement riches. Mais où est-ce qu'ils en sont au niveau de leur développement? Donc, on revient avec les mêmes richesses en parlant cette fois-ci de PIB. Et puis, je pense que le dernier tableau, abondance des ressources naturelles et puis indicateurs sociaux. Indicateurs de développement personnel. Hein, tout ça, là, ça rejoint toujours le PIB. Voilà. Donc, vraiment, c'est des conceptions, j'allais dire globales sur ce qu'on appelle ressources naturelles, ressources renouvelables, ressources non renouvelables, leur répartition au niveau mondial, les avantages que ces ressources confèrent aux pays qui les possèdent, mais aussi les désavantages parce que
à disposer de tes ressources, c'est pas évident parce que quand on sait tout ce qu'il y a comme, j'allais dire, quel est le thème consacré à nous? Les relations internationales, on sait ce que ça vaut. Quand tu as ces ressources-là et que tu n'as pas les moyens de les mettre en valeur, tu deviens pratiquement esclave des pays développés. Voilà. Et là, pour ne pas aussi faciliter les choses, la réalité, et moi, mon analyse personnelle est que la façon de gérer les sociétés africaines n'est vraiment pas la façon de gérer les sociétés selon la vision des Occidentaux. Et finalement, c'est un peu comme si cette vision nous a été imposée. Du coup, il est difficile pour nous de capitaliser, de mettre en valeur ces ressources-là. Parce que finalement, on se retrouve sans identité. Et c'est un peu trop compliqué. C'est un peu trop compliqué. Je pense qu'on gagnerait quand même à rester sur nos valeurs propres. On gagnerait à rester. Hein? Récemment, sur les réseaux sociaux encore, je pense que c'est vrai que c'est une arme. Il y a des fausses informations, mais il y a aussi de vraies informations. Ils ont donné l'exemple d'un Africain qui aurait fabriqué des voitures qui ne fonctionneraient même pas avec de l'énergie fossile. Oui, c'est un Zimbabwéen. Allô? Tu vois que de telles choses, normalement, un gars comme Kadhafi, s'il était encore vivant, il pouvait protéger ce gars-là et puis développer cette technologie-là de sorte qu'on prenne même une longueur d'avance sur cette voie de protection de l'environnement, de protection de la couche de zone. Parce qu'on n'en sait même pas aux voitures électriques. Mais Sarkozy m'a dit mais que le monde, c'est une grosse arnaque. Parce que les voitures électriques dont on parle là, les batteries au lithium qui sont dedans là, ce qu'il faut rejeter comme gaz à effet de serre avant de fabriquer ces batteries, mais c'est un peu comme une voiture qui fonctionne avec de l'énergie fossile. Ouais, que finalement, c'est une grosse arnaque. Et là, jusque-là, il n'a pas encore réussi à faire breveter son invention. Bon, vous voyez que là, la technologie doit dépenser tout ce qu'on appelle protection de l'environnement. Bon, quand on se retrouve dans des cas de figure pareils, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle doit être la place de la jeunesse dans cette histoire de relever, ressortir la tête de l'Afrique de l'eau? Quand les meilleurs sont retenus là-bas, parce que quand ils sont formés à des technologies ou bien à des pratiques ou bien à gérer des systèmes qui ne sont pas forcément au niveau de leur pays. Comment vous voulez que ça se passe? Excusez-moi. Oui. Allô? Oui. Je pense que j'ai suivi un peu, c'est un Zimbabwéen, un certain Maxwell là. Si. Oui. En fait, le problème est né, il y a eu qu'on appelle une conférence d'un Européen. Il dit en fait, il fallait résoudre le problème du carburant par la science quantique. Donc, voilà. Donc, si on crée la science quantique, du coup, les hydrocarbures n'ont plus de place. Comment les gens font pour avoir l'argent sur le pétrole? Donc, c'est un peu comme le phénomène du sida. Voilà. Si on trouve le médicament du sida, comment est-ce que, voilà. Et le jeune Zimbabwéen là, qui a créé l'hélicoptère, la voiture sans consommation de carburant, où il a créé un moteur hybride qui prend carburant et puis gaz, et puis il a créé un moteur qui prend l'eau aussi. Donc, il a déposé son brevet, ils ont interdit, ils disent que non, enfin, ils disent qu'ils n'ont pas accepté le brevet. Il y a eu même un Européen même qui a décrié la situation. Il dit, mais quand vous faites ça, comment est-ce que vous voulez que les Africains ne vont pas venir mourir dans la mer pour venir en Europe? Bon, c'est dommage. Voilà, oui, ouais, c'est dommage. Parce qu'aujourd'hui, nos inventions, il y a même en Côte d'Ivoire ici. C'est comme production industrielle là, on a tout mis de côté. Aujourd'hui, ce qu'on produit, c'est la médiocrité. On a même fait, qu'on appelle